demander à Stéphane, mon collègue et néanmoins ami, rédacteur de RCF, Côte d'Azur, de venir animer la prochaine table ronde. Bonjour Stéphane. Bonjour Janie, merci et bonjour à tous. Merci d'être présents nombreux ici. Valérie Masson-Delmotte est toujours avec nous, il me semble, pour cette table ronde. Nadia Maizi aussi. Et puis on accueille donc Nicolas Imbert, directeur de Green Cross France et Territoires. Il est ingénieur de formation, il coordonne des diagnostics, plans d'action territoriaux et de résilience et d'environnement dans des territoires de taille et de typologie variées. Il a contribué à développer et mettre en place la méthodologie des vulnérabilités à résilience qui contribue à donner des clés pour agir, des inspirations, des plans d'action concrets en réponse à l'urgence climatique. Merci d'être avec nous. Également, Yvan Bayon, diplômé de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace en 1993. Yvan Bayon a occupé lors des 30 dernières années plusieurs postes chez Thales Alenia Space, notamment dans le domaine observation, sciences et exploration, depuis l'ingénierie jusqu'à la direction des programmes européens en France, en passant par la gestion des grands programmes. Il a eu notamment l'occasion de travailler sur de très nombreux satellites d'observation de la Terre. Merci d'être avec nous également. Et puis Alexandre Ménez, bonjour à vous. Il a enseigné donc à UCA depuis 1971, 40 années de recherche qui ont donné lieu notamment à 220 publications scientifiques, notamment sur les algues marines. Son expertise couvre l'impact des aménagements construits sur la Méditerranée. Il a effectué d'ailleurs près de 4000 plongées. Bravo à vous, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, donc, pour cette table ronde qui nécessite donc de parler à présent des solutions. On sait que ça tient à cœur aussi beaucoup à Janie de parler des solutions dans le climat et à l'humanité entière, mais merci de les mettre en valeur parce qu'on n'en parle pas souvent non plus. On parle beaucoup, très souvent d'ailleurs, de polémiques à propos du climat, mais très peu de réflexion sur les solutions. Alors merci à tous d'être avec nous pour ces solutions, parce qu'on le voit donc au quotidien. Nous qui habitons sur le bord de la Méditerranée, on fait face à des incendies, on fait face à des inondations. Tout à l'heure, l'adjointe à la mairie de Biot en parlait. Ici, nous sommes très touchés. On parle aussi beaucoup justement de cette Méditerranée qui se réchauffe. On le voit de plus en plus, c'est très agréable quand on se baigne de voir que la Méditerranée est bonne, mais ça veut dire aussi que justement il y a des soucis par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de cette Méditerranée, notamment concernant les coraux par exemple, ou encore la biodiversité. On va commencer peut-être avec vous, Alexandre Ménez. Vous avez donc un plan complet, une carte des océans, j'ai envie de dire, dans la tête, en tout cas de la Méditerranée. Comment aujourd'hui, qu'est-ce que vous constatez au fil de vos recherches, au fil de vos plongées donc, sur cette Méditerranée, ce qui se passe à l'intérieur? Bon, c'est un peu complexe en quelques minutes de raconter tout cela, mais il y a d'abord des définitions à donner. La biodiversité, c'est la biodiversité génétique, ce qui diffère au sein d'une même espèce, la couleur de cheveux, les yeux par exemple pour l'homme, la diversité spécifique, le nombre d'espèces, et la diversité écologique, c'est-à-dire les écosystèmes que l'on peut trouver en mer. En Méditerranée, il faut distinguer notamment ce qui est au large, le pélagos, qui n'a jamais un contact avec le fond de la mer, ce qui est sur les côtes, qui pousse au contact avec le sol. Il faut distinguer également la zone photique qui reçoit de la lumière, jusqu'à 100 mètres de profondeur, et ce qui est au-delà, les ténèbres. Et tout ça, les impacts du changement climatique ont des effets très différents selon les types. Mais également, dans la définition de la biodiversité, il faut donner deux particularités pour la Méditerranée déjà. La première, c'est qu'il n'y a pas d'endémisme dans les océans, pas d'endémisme localisé. En Méditerranée, par exemple, 20% des espèces qu'on trouve en Méditerranée marine, il y en a environ 14 000, 20% sont endémiques de la Méditerranée. Mais pas endémiques, par exemple, de la Corse, de la Sardaigne, de Cannes, des îles de l'Airain. Ça n'existe pas. Dans tous les océans, ça n'existe pas.
parce que la reproduction des espèces fait que les œufs, les juvéniles, les spores des algues, etc., les gamètes circulent avec les courants. Et lorsque ça disparaît à un endroit, ça survit à un autre endroit et ça revient. De ce fait, il faut bien se dire la chose suivante. L'érosion de la biodiversité, ce n'est pas l'érosion des espèces. Aucune espèce a disparu depuis le temps qu'on a répertorié les espèces en Méditerranée. Et dans le monde, on les compte sur les doigts d'une main, qui ont vraiment disparu, qu'on ne trouve plus. On n'en trouve plus pendant 50 ans. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. La deuxième chose, c'est qu'en Méditerranée, environ 14 000 espèces pour la biodiversité spécifique. Il y a 1000 espèces qui sont arrivées, qui sont en plus. Donc aucune en moins, 1000 en plus. Et ça vient essentiellement du canal de Suez via la mer Rouge, parce que le niveau de la mer Égée est plus bas que le niveau de la mer Rouge, et donc ça rentre à grande vitesse par le canal de Suez qui a été élargi, et le Nil, le barrage sur le Nil fait qu'il y a un déficit d'eau en mer Égée, et donc la Méditerranée à cet endroit est un peu plus basse que la mer Rouge, et ça rentre. Donc un tas d'espèces arrivent et vont arriver, on va les voir arriver sur nos côtes. Poissons, algues, vertébrés, etc. Et avec un impact sur celles qui sont déjà présentes? Souvent, oui, souvent. Oui, souvent. Parfois, ça prend la place d'espèces présentes, ça les détruit, ça prend leur place. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore eu d'élimination d'espèces méditerranéennes par une espèce venant d'ailleurs. Comment aujourd'hui on peut protéger cette biodiversité marine à l'intérieur de la Méditerranée? Alors là, à ce niveau-là, c'est très difficile. C'est-à-dire, la protection, ça veut dire quoi en fait? Du fait qu'il n'y a pas de destruction d'espèces, les pollutions ou les actions de l'homme agissent localement. Donc c'est régionalement qu'on peut observer des diminutions du nombre des espèces et parfois de certaines espèces qu'on ne voit plus. Voilà, ça c'est un fait. Et je pense que pour se protéger de cela, il y a deux façons. Il y a une façon offensive et une façon défensive. La façon offensive, c'est de réduire les pollutions, toutes les atteintes humaines au milieu marin. Je crois que c'est un chapitre, on va en parler plus tard. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut hiérarchiser ces atteintes au milieu marin. Les atteintes au milieu marin, quelles qu'elles soient, ont deux cibles. La première, c'est l'homme, nous, ça nous atteint nous. Les pollutions, ça nous atteint, les produits pollués, les plages polluées, etc. Ça nous atteint nous, les plastiques, on les voit, c'est pas beau. Et les atteintes qui frappent la biodiversité. Je prends deux exemples. Une pollution bactériologique nous atteint directement, pour les baignades, etc. Par contre, les algues, les poissons, au contraire, ça leur fait rien du tout. Lorsqu'on construit un ouvrage sur la mer, un grand espace, ça détruit absolument tout ce qui est en dessous, et pour toujours. Donc là, c'est grave, parce que ce qui est devant, ça existe toujours, ce qui est à côté, à droite, toujours, mais on a détruit un espace rare en Méditerranée. Donc, si vous voulez, il faut distinguer cette hiérarchie dans les pollutions, dans les atteintes au milieu marin. Et le deuxième critère pour évaluer ces pollutions, c'est la résilience et la géographie, l'aspect géographique. La résilience, lorsqu'il y a une pollution qui arrive, en combien de temps, lorsqu'on arrête la pollution, la vie revient? C'est la résilience. Quand on construit un port, jamais. Quand on fait une station d'épuration pour enlever les bactéries, c'est immédiat. La situation redevient normale. Donc ça, la résilience est très important. L'aspect géographique, c'est par exemple la surpêche, c'est toute la Méditerranée. Par contre, même si on déverse des boues rouges à Cassis, c'est très localisé. C'est un problème important, mais très localisé. Donc chaque type de pollution doit être regardé avec ces deux critères, la cible homme, la cible vie marine, la résilience et l'aspect géographique. Maintenant, l'aspect offensif, c'est bien entendu arrêter toutes les atteintes au milieu marin, ça c'est évident. Et parmi les atteintes, une qui est, je trouve, fondamentale, c'est le grignotage du littoral, surtout pour la Méditerranée, parce que l'espace entre 0 et 20 mètres est très faible. Et lorsqu'on couvre cet espace avec des ouvrages, il y a plus de 1000 ouvrages gagnés sur la mer, rien qu'en France, et bien on détruit à jamais la biodiversité. Ensuite, il y a la surpêche, ça on en parle beaucoup. Avant, en 1900, on pêchait à la rame, à la voile, maintenant moteur. Et ce qu'il faut, un exemple à donner, à Nice, au début du siècle passé, 1920, il y avait 195 pêcheurs professionnels à Nice, dans le port de Nice, qui vivaient de leur pêche. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 4 ou 5. Ce n'est pas la pollution, c'est l'ensemble des constructions gagnées sur la mer
Et ce n'est même pas la surpêche parce qu'il n'y a pas de chalutiers au large de Nice, ni de grands bateaux qui raclent tout. C'est uniquement certaines atteintes qui passent un peu inaperçues. Alors, merci. Je rappelle à l'Assemblée que vous pouvez également poser des questions. Yvan Bayon, vous le voyez, vu du ciel, justement, tout ce qui se passe sur le littoral, la construction de l'homme sur le bord de mer, vous l'avez observé? Oui, bonjour à toutes et à tous. Le micro un peu plus près, s'il vous plaît. Pardon ? Le micro un peu plus près. Ouais. Il est essentiel de prendre conscience du dérèglement climatique et de prendre conscience de l'urgence du dérèglement climatique. Effectivement, comme dit auparavant, la notion d'urgence n'est pas forcément encore bien prise au niveau de nous, citoyens, mais aussi des politiques. Et souvent, pour prendre mieux conscience des choses, il est recommandé de prendre du recul. Et l'espace permet de prendre du recul sur la planète et de voir l'ensemble de la planète et sa fragilité. Tous les astronautes disent la même chose après leur premier vol, c'est on est frappé par cette fragilité, la mince couche d'atmosphère. Ils appellent ça l'overview effect. Et ils reviennent généralement de ce premier voyage changés et conscients de l'impact de l'homme sur la planète et du lien entre ce qui se passe dans la Méditerranée, dans l'océan. La planète est toute petite dans l'espace et on se rend compte vraiment de cette fragilité. Alors je ne suis pas astronaute, effectivement, mais je conçois des satellites depuis une trentaine d'années, des satellites d'observation de la Terre. Et les satellites fournissent ce recul sur la Terre, fournissent des informations et des évidences sur les évolutions du climat. On peut le voir dans la vidéo qui va être projetée. Ces évidences permettent de faire prendre conscience de problèmes. Alors je vais prendre un exemple, le trou dans la couche d'ozone. En 1985, des scientifiques dans l'Antarctique ont détecté une baisse de la couche d'ozone. Ils n'ont pas été pris au sérieux par les politiques. Ils ont réussi, avec l'aide de la NASA, à apporter des images de satellites prises par la NASA qui montraient qu'effectivement, il y avait un trou dans la couche d'ozone. 2 ans après, il y avait une décision, un traité politique pour supprimer les CFC, qui étaient la cause de ce trou dans la couche d'ozone. Donc ces satellites vont apporter des informations sur l'ensemble de la planète, des informations très précises, non discutables, parce que vérifiées par des scientifiques. Et ces informations vont ensuite permettre, dans la modélisation du climat, de prédire l'évolution future, puisqu'on a des données sur des très longues durées. Donc sur la vidéo, vous voyez des satellites qui sont construits à Cannes, donc près d'ici, par Thales Alenia Space. Le satellite que vous voyez, c'est un satellite de la famille Copernicus. L'Union européenne a lancé un grand programme d'observation de l'environnement qui s'appelle Copernicus. Il y a une des familles de satellites que vous voyez ici, Sentinel-3, qui est la sentinelle des océans, c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui surveille la montée des océans, la température des océans, surface. Le satellite ne voit quand même pas au fond des océans. Et l'état biologique des océans, c'est ce qu'on appelle la couleur de l'eau. Et il y a un nouveau satellite qui a été lancé il y a 1 an, qui s'appelle SWOT. C'est un satellite qui a été fait en coopération entre l'Amérique et la France, pour surveiller l'ensemble des eaux de surface de la planète, les eaux douces, donc les courants, les lacs, qu'on voit bien, effectivement, le lac Tchad et sa variation, et une amélioration de la précision du suivi de la montée des eaux notamment. Effectivement, un satellite, en 1 jour, fait 14 fois le tour de la Terre et fournit l'ensemble des données sur toute la Terre. Donc c'est non discutable. Est-ce que, par exemple, je vous pose une dernière question, ces satellites ont permis d'observer autour de la Méditerranée des constats qui permettent ensuite de mettre en place des solutions aujourd'hui pour s'adapter et pour changer aussi notre manière de faire? Alors, les satellites, si on peut prendre quelques exemples, permettent de détecter des pollutions de type dégazage de bateaux, et on arrive à identifier quel est le bateau qui a dégazé. Et donc, à aller, on va dire, punir le fautif, mais plus que ça, les gens savent maintenant qu'on peut les détecter. Donc, comme les radars sur la route, une fois que vous savez que vous pouvez être pris, vous ne le faites pas. Et on fait aujourd'hui, c'est vrai, mais
On est en train de développer un satellite pour surveiller les émissions de CO2, les émissions humaines de CO2. De savoir qu'il va y avoir un satellite qui va surveiller les émissions de CO2, ça incite quand même certains industriels à prendre des mesures peut-être plus rapides pour éviter les émissions. Valérie Masson-Delmotte, je me tourne vers vous. C'est ça aussi peut-être la solution à l'avenir pour justement permettre aux émissions de CO2 d'être réduites? Alors, en fait, moi, je souligne toujours l'importance de l'avancée des connaissances en sciences du climat, y compris les observations, comme faisant partie des solutions. Je dirais qu'il y a pour moi deux grandes dimensions. La capacité de vérification des émissions, c'est important. Identifier, comme on l'a fait pour les substances qui détruisaient l'ozone, rapidement des émissions qui ne devraient pas avoir lieu. Et on a vu à quel point c'était efficace sur certaines usines pour très rapidement que ces émissions s'arrêtent. Donc ça, c'est un volet qui est important pour tout la vérification des engagements, des inventaires. Puis un deuxième volet qui est celui des services climatiques, c'est-à-dire comment coproduire en mobilisant les observations, la compréhension des variations passées, des processus et tout le travail sur l'évaluation des modèles, leurs limites et leur adéquation aux questions qu'on veut résoudre, avec les besoins de différents utilisateurs. Et cela fait aussi partie des avancées importantes des sciences du climat qui contribuent à fournir des informations utiles, actionnables, pour pouvoir les intégrer à la prise de décision. Vous avez tout à l'heure hoché de la tête lorsque l'adjointe à la mairie de Biot parlait justement de l'adaptation aussi qui se fait par la renaturation actuellement de la Brague qui a lieu sur cette commune ou encore de la destruction de certains bâtiments qui étaient considérés comme maintenant dans des zones à risque. Ça va être notre quotidien de devoir déménager aussi de certains endroits. C'est pour moi encore la question. Oui. Alors, en fait, on a une très forte exposition par la construction dans les plaines inondables. C'est très net. Et donc, un des enjeux, c'est comment on peut mettre en protection l'existant quand c'est faisable, notamment si des infrastructures, des habitations sont touchées par des nouvelles formes d'inondation par pluie extrême et ruissellement. Comment faire en sorte de reconstruire mieux quand c'est viable? Et puis ensuite, dans certains cas, une forme de repli sera nécessaire, et avec toutes les questions que cela pose, de mutualisation de risques. Et l'autre volet que vous soulignez, c'était les approches d'ingénierie écologique et notamment la compréhension du rôle que peuvent jouer les zones humides qui écrètent les pluies extrêmes et puis qui déstockent lors des situations de sécheresse. Donc là, c'est vraiment des connaissances qui ont avancé et qui permettent d'avoir des approches qu'on peut appeler fondées sur la nature, d'une certaine manière, positives pour les écosystèmes, les habitats pour les espèces, et positives aussi pour les services que cela peut rendre. Et je veux mentionner par exemple des initiatives à très grande échelle de villes éponges, qui sont notamment déployées en Chine ou dans d'autres pays, dont on a vu récemment à l'occasion de pluies extrêmes à quel point cela pouvait faire partie des solutions. Merci beaucoup. Nicolas Imbert, vous travaillez sur ce sujet aussi de l'adaptation. Comment aujourd'hui, justement, on peut s'adapter à la fois à ce qui tombe du ciel, à la fois à la chaleur aussi, qui va nous affecter forcément dans des lieux urbanisés? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Valérie à distance. Et ravi et honoré d'être à ce colloque parce que plus que jamais l'esprit Laffitte est important et on a besoin aussi d'accélérer très fortement l'urgence du passage à l'action, ça a été dit, de ne pas être dans une logique qu'on appelle paralysis by analysis, où on est extrêmement fort dans l'analyse de ce qui se passe, mais pas forcément agissant, et d'apporter ce qu'on peut comme piste de solution au moment et à l'endroit, idéalement où c'est le plus pertinent, mais en vertu de l'adéquation entre les moyens disponibles et les objectifs à remplir, déjà si on le fait là où on le peut, c'est un bon débat.
Donc un bon début et le début d'un débat. Et en ce qui me concerne, donc je suis ingénieur de formation. Je dirige une ONG qui s'appelle Green Cross, qui a été fondée par Gorbatchev et Cousteau pour aider à travers des retours d'expérience de projets à apporter des pistes de solutions concrètes pour agir. Et on travaille énormément en adéquation avec des territoires, des entreprises, des collectivités locales pour montrer ce qu'il est possible de faire et pour essayer aussi de faire bouger les lignes au niveau réglementaire à partir de l'échelon local jusqu'à l'échelon national, européen. Il ne vous a pas échappé que c'était extrêmement important sur un sujet comme l'océan, et des négociations internationales. Et vu qu'on est à la veille de la journée mondiale de l'océan, je voulais commencer par un petit thermomètre sur les sujets opérationnels sur lesquels on a la main qui nous permettraient de sauver nos océans. Avec une bonne nouvelle pour commencer, il en faut, et autant en profiter. C'est par exemple, on a commencé un travail, et la France est en grande partie à l'initiative, pour sortir le plastique de l'océan, en commençant par arrêter d'utiliser des plastiques à usage unique, là où on a des substitutions, et notamment dans l'alimentation. La démarche a été bien initiée à l'échelle européenne. On a mis en avant des alternatives et ça a montré qu'une réglementation peut contribuer à faire changer les choses. Et plus on le fait, plus dans l'analyse, on se rend compte qu'on a des problèmes sur les PFAS et la gestion qualitative de l'eau, plus on se rend compte qu'il va être compliqué d'aller retirer le stock de plastique dans l'océan, et donc on sait que le chemin est encore long. Sur des sujets comme la pêche, je rappellerai juste quelques indicateurs. Un produit pêché sur 2 sert à la pêche minotière, c'est-à-dire qu'il ne va pas finir dans un estomac humain, mais il va finir en farine de poisson pour des animaux dans l'eau, mais aussi pour des animaux sur terre. On peut se poser des questions. Et la production de cette pêche minotière n'est pas forcément à aller chercher en Chine ou en Indonésie, mais je rappelle que le plus grand navire-usine construit au monde est franco-néerlandais et a été construit avec des financements publics. On est sur des navires qui sont particulièrement énergivores et qu'aujourd'hui on va moderniser sur fonds publics en utilisant les mêmes outils de pêche. Alors même que le Pacifique Sud et l'océan Indien nous montrent par exemple que pour pêcher au thon, c'est beaucoup plus efficace et sélectif de pêcher à la longue ligne que de pêcher autrement. Je ne vais pas être très long sur ce sujet, simplement pour dire que les États-Unis et l'Alaska, sous la présidence de Barack Obama, ont pris le sujet à bras-le-corps et ont montré, notamment avec des surveillances par satellite couplées à une surveillance humaine, qu'on pouvait préserver les écosystèmes en ayant des activités économiques extrêmement performantes. On a des questions qui se posent très très fortes sur l'avenir du secteur minier, et notamment l'exploration minière des grands fonds par rapport aux enjeux écologiques sur lesquels je ne vais pas revenir. Et on a une urgence, en particulier à Nice en juillet prochain, à faire en sorte que nos aires marines protégées ne soient pas des aires marines protégées de papier, mais soient des aires marines protégées dont l'effectivité est démontrée. C'est bon pour l'économie, c'est bon pour le tourisme, tout autant que ça permet une régénération rapide des écosystèmes, parce que vous avez entendu que l'océan a une particularité, c'est que l'océan est capable de pardonner. Je viens aussi sur le développement forcené des solutions. Chez Green Cross, on passe énormément de temps sur des projets de terrain à accompagner la co-construction de pistes de solutions à l'échelle des territoires. Et il n'y a pas très longtemps, en avril à Marseille, on a publié un guide méthodologique pour la résilience du trait de côte pour arriver à plus connecter l'urgence d'avancer par rapport aux préoccupations qui peuvent se poser à l'échelle d'une collectivité, d'une mairie qui a besoin de convaincre ses habitants. Quand on parle résilience et trait de côte, très souvent, ça peut sembler très théorique vu de loin. Par contre, quand on va regarder les vulnérabilités sur les habitations, sur le biseau salé à travers sur les activités agricoles, sur les infrastructures et aussi bien sûr sur les espaces naturels, tout de suite,
on parle sécurité civile et sanitaire, relocalisation, dégâts aux habitations ou aux communes, perte d'accès aux services écosystémiques essentiels. Qu'est-ce qu'on fait avec l'eau potable? Perte de terres fertiles, continuité des activités économiques, baisse de l'attractivité du territoire. Ça, très souvent, c'est des mots qui parlent aux régaliens, où on va attirer l'attention d'un préfet, d'un assureur, d'un financier. Et j'en reviens aussi sur les pistes de solutions en se disant, est-ce qu'il faut aller chercher de la technologie, de la complexité? Est-ce qu'il faut aller chercher des choses qui n'existent pas encore? Très probablement oui, mais l'essentiel des solutions est à portée de main. Et pourtant, c'est pas parce que c'est des solutions locales fondées sur la nature qu'on sait faire. À portée de main, mais à portée de volonté peut-être aussi. Alors, j'en termine justement avec des exemples. Et le premier exemple qui illustre bien la volonté, et j'ai beaucoup d'émotions à l'évoquer aujourd'hui, on est sur l'île d'Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie, où vous avez tous remarqué ce qui s'y passe et les enjeux qui sont en train de s'y jouer. 800 habitations étaient à risque de par l'effet de la montée des eaux dans une grande baie sableuse qui peut ressembler au double Timbolo de la presqu'île de Gien ou à Watt et à Weddick, pour prendre d'autres exemples assez proches de nous. Cette baie était en train de s'éroder et menaçait directement les habitations, notamment à l'arrivée des tempêtes. On a travaillé avec les chefs coutumiers, avec des scientifiques qu'on a invités, avec des micro-budgets pour modéliser la courontologie du littoral et aider à trouver des solutions locales fondées sur la nature et bio-inspirées. Je vais vous le dire en d'autres termes beaucoup moins techniques. En fait, l'outil le plus important qui nous permettait de faire les travaux, c'était une motopompe qui a été récupérée sur une coque de catamaran de sport d'occasion qu'on est allé chercher à l'école de voile. Avec ceci, on a utilisé des poteaux à base de troncs de cocotier qui ont été mis à des endroits calculés et des branchages de troncs de cocotier. En moins d'un an, sur un démonstrateur qui fait plusieurs centaines de mètres, on est arrivé à reconstituer et à stabiliser un cordon dunaire. À partir de là, les herbiers sous-marins reviennent, donc des cousins endémiques de la Posidonie. On stabilise le trait de côte et on assure une préservation des habitations. Dans les formes qui ont été employées, on s'est aperçu qu'une forme était trop efficace par rapport à ce qui avait été simulé. Et une solution comme celle-ci, techniquement, on a décidé de la faire alors que tout le monde nous disait que c'était impossible. Ça coûte moins de 100 000 € maintenus localement pour préserver le trait de côte. Les alternatives à ceci, on fait très souvent venir des équipements des équipements lourds, des grues, des camions, qui vont commencer par impacter les écosystèmes tout autant qu'ils les préservent. Ça coûte 10 à 100 fois plus cher au kilomètre de côte. Et par contre, on s'est aperçu d'un autre dispositif, et j'attire l'attention de tous nos collègues scientifiques. C'est qu'en termes de sciences participatives, on a sollicité le Fonds vert et on a sollicité des revues de tiers et on a présenté le projet dans différents colloques. Il y a eu plus de 150 000 € de déplacement de différentes expéditions pour auditer le projet qui, au global, avait coûté moins de 100 000 € pour nous dire qu'au final, on n'allait pas pouvoir avoir un financement de 150 000 € pour le généraliser. Souvent, on a tout intérêt à travailler en open data, en sciences participatives et à utiliser justement tous les moyens pour faire collectif. Je ne reviens pas là-dessus et j'en termine, mais aujourd'hui, dans les notions qu'on voit apparaître sur la Méditerranée et sur la France métropolitaine, le repli stratégique partout où c'est possible, ça se prépare, ça s'anticipe, il y a des outils de droit comme les baux réels qui permettent d'y aller et de recoller à l'approche humaniste qui est tellement importante quand on parle de l'océan. Arriver à préparer les effets climatiques majeurs, ça a été cité par Valérie Masson-Delmotte, plutôt que d'avoir à en subir les effets, le coût de la préparation est 100 fois moins cher que le coût de la restauration. On a les outils pour le faire et pour savoir où intervenir. Et la question
Et j'en termine là-dessus parce que c'est important. Et pour le reste, on a différents groupes de travail et je serais ravi de répondre à vos questions. Question que vous pouvez préparer et poser juste après. De retravailler les continuités écologiques, c'est aussi essentiel. Marguerite Duras nous avait dit on ne construit jamais de barrage contre le Pacifique. Très souvent, en préparant les bons dispositifs de renaturation, on arrive à avancer. Ça commence à se passer sur la haute montagne où on rend des glaciers qui sont en fin de vie à la nature parce que c'est important de préserver ce qui peut encore l'être. Sur le littoral, on a une pression foncière et touristique assez importante, mais des solutions existent et je ne vais pas être plus long, simplement pour dire qu'on a aussi fait un guide méthodologique sur le tourisme durable et résilient en Méditerranée qui montre quand et comment on peut aller de l'avant. Et pour tout le reste, je laisse la place à la discussion. Justement, tout ce que vient de dire Nicolas, merci. Ça nécessite aussi peut-être parfois une volonté politique. Nadia Maïzil, cette volonté aujourd'hui, est-ce que c'est la solution aussi qui peut être apportée? Elle n'est pas présente dans tous les pays, elle n'est pas présente dans tous les partis aussi. Pourtant, c'est cette volonté politique qui permettrait aussi peut-être de faire avancer les choses et de créer chez la population un sentiment moindre, un sentiment plus important, pardon, de gravité, parce qu'aujourd'hui le sentiment il est peut-être moindre aussi auprès d'une partie de la population. En fait, c'est pas tant une volonté politique qu'un projet, je pense. Ce qu'on constate, c'est que ces enjeux de climat sont utilisés de manière extrêmement conjoncturelle par les politiques. Je pense qu'il n'y a pas la prise de conscience dont on parlait précédemment, mais en même temps, il y aurait possibilité d'avoir vraiment un grand projet de transformation extrêmement positif. Et comme c'est présenté de façon anxiogène, et que quelque part les options sont toujours entendues comme empêcheuses de tourner en rond, on se retrouve avec un blocage où même si le coût de l'anticipation est moindre que le coût de la réparation, on va toujours avoir envie de taper le mur en tant que politique en se disant ça ne sera pas moi, ça sera le prochain avec un peu de chance. Et je n'aurai pas donc à prendre mes responsabilités par rapport à cet enjeu. Et je crois qu'il y a aussi une grande difficulté qui est que ça ne devient plus un enjeu de partis spécialisés, ça devient un enjeu qui transcende tous les partis. Et on constate qu'il y a une discussion autour de ça qui a tendance aussi à masquer cette transcendance nécessaire. Et après, je prendrai le cas de la région parce que c'est quand même dramatique. Je veux dire, j'espère que vous êtes arrivés par la route à Sofia, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement, que vous avez vu comment on est en train de détruire ce parc, parce que c'est une destruction organisée. Et moi, je me dis, à un petit niveau comme ça, si on n'est même pas capable, dans un pays aussi prétendant être sensible à ces enjeux, de préserver un endroit qui était quand même, au sens de Pierre Lafitte, les champs qui descendaient à la campagne, je veux dire, c'est quand même dramatique. Vraiment, moi, je suis absolument en colère à chaque fois que j'arrive au travail tous les matins, parce que moi, je travaille ici. Et ça, quand je vois ça, j'avoue que tous les engagements, j'avoue que tous les discours, je les trouve complètement creux. Et pareil, je parlais tout à l'heure des modèles de développement. Je suis intéressée par le tourisme durable. Mais est-ce que le tourisme est durable? Est-ce qu'une région comme la Côte d'Azur n'est pas en train de mourir de ce tourisme? Est-ce que cette espèce d'immeuble qu'on voit maintenant apparaître sur les ports de Cannes, d'Antibes, de Nice, régulièrement, qui déversent des milliers de touristes dans les centres qui sont déjà complètement exsangues, est-ce que c'est bien comme bénéfice pour la Méditerranée? Enfin, voilà, et tout ça, si vous voulez, si on ne le regarde pas en face, si ton voisin il continue à acheter son scooter des mers en se disant c'est cool, moi je pense qu'on ne remet pas en cause les vrais sujets, c'est-à-dire quels sont nos vrais besoins et pas en termes de
je vais être sobre, ça va être dramatique. Non, non, mais pour être en harmonie avec notre environnement. Et ça, c'est un beau projet. C'est pas un projet qui doit être stigmatisé comme c'est fait aujourd'hui. Donc la solution passe par un changement de mentalité, par exemple, de se dire que ce n'est plus normal de voir des paquebots dans la baie de Villefranche, 170 par an. Exactement, et c'est pas normal de voir des immeubles construits autour de nous là, sachant que ils sont même pas loués. Et on a détruit la Pinède. Et puis c'est pas normal de construire un aménagement pour un projet dont on sait très bien qu'il est orthogonal à tous les enjeux dont on parle aujourd'hui, et que personne ne soit capable de le bloquer. Voilà, moi ça me met en colère. Ok, merci beaucoup. Alors on va passer le micro peut-être pour les questions. Allons-y. Bonjour, donc merci pour vos interventions aux uns et aux autres. Donc moi, effectivement, je suis aussi en colère. Je vais être honnête avec vous. Je suis en colère. Je suis surtout en colère pour les jeunes. Je vais vous expliquer pourquoi. L'idée, c'est que voilà, moi j'ai bien aimé, Madame Valérie Masson-Delmotte, votre diapositive. Vous mettez en perspective donc le bilan carbone avec effectivement les générations. Parce que là, dans la salle, je ne pense pas que nous avons des jeunes avec nous. Il y en a quelques-uns. Alors quand je dis jeunes, c'est-à-dire moins de 20 ans. Ah oui, si, il y en a, pardon, excusez-moi, autant pour moi. Je suis très content que vous soyez là. Je suis très content que vous soyez là. Je n'avais pas vu. Non, mais je suis très content, ça va vous concerner ce que je vais dire. L'idée, si vous voulez, c'est qu'il y a un certain nombre de scientifiques, effectivement, qui attendent à ce qu'il y ait des changements concrets. C'est bien de discuter, de faire des constats scientifiques, mais effectivement, là, on est dans une étape où il faut passer au changement. Un certain nombre de scientifiques dont partagent l'idée que la génération qui va affronter une sorte de tsunami climatique, pourrait-on dire, c'est la génération 2000-2025, donc ça vous concerne. Moi j'ai une petite fille de 11 ans, donc évidemment elle est concernée aussi. Donc l'idée c'est, voilà, effectivement si on veut que ces jeunes changent leur vision du monde et changent leurs actions, pour rendre les choses très concrètes, voilà, est-ce qu'on pourrait... Alors je pense surtout à vous, Madame Masson-Delmotte, parce que vous avez une aura qui permet effectivement ce genre d'action, c'est de vraiment mettre pression, entre guillemets, sur l'éducation nationale. Alors pourquoi l'éducation nationale ? Parce qu'en fait tous nos jeunes, 99,9% de nos jeunes passent par l'éducation nationale. Donc comment on pourrait effectivement mettre pression sur l'éducation nationale pour qu'il y ait davantage justement de prise de conscience du dérèglement climatique, parce qu'il y a effectivement quelques cours au collège et au lycée, mais nettement insuffisants à mon goût. Comment faire, voilà, pour mettre la pression pour voilà, engendrer plus de formation des jeunes du dérèglement climatique et leur parler évidemment de solutions. Je suis désolé, je suis un peu long, c'est parce que le problème est complexe aussi, et leur parler vraiment d'adaptation au dérèglement climatique. Donc moi j'essaye modestement de faire ça, mais voilà, de le faire au niveau national, peut-être au minimum au niveau académique. Ça serait déjà un bon début. Je peux juste vous dire, c'est du coup pas une question, mais je vous donne déjà l'information que j'ai depuis quelques jours, elle est toute fraîche. Il y a une association qui a réussi, donc j'imagine en faisant pression sur le ministère, et ils ont réussi à mettre sur la table des négociations, donc c'est acté, on va dire, qu'il y ait des expérimentations dans certains lycées d'une option. Voilà. Mais là, pour l'instant, j'ai pas plus d'informations que ça. C'est une info toute fraîche que j'ai depuis quelques heures, on va dire. Voilà. Mais par contre, comment faire pour aller beaucoup plus loin, voilà, concrètement parlant. Merci. Valérie Masson-Delmotte. Oui, alors merci. Et en fait, j'ai plusieurs réactions par rapport à vos propos. Il y a plusieurs années, j'avais lancé un appel pour que la réforme du lycée intègre bien les enjeux liés au climat. Et c'est seulement en fait les grèves des enfants qui avaient conduit à ce que cela soit pris au sérieux à l'époque, avec une option qui avait été montée très vite, climat, énergie, société en terminale, mais qui reste encore mal, un peu le parent pauvre des programmes scolaires. Et j'ai récemment posé à de nombreuses reprises la question des compétences qui ont été acquises après tout le cursus. Et on voit qu'il y a encore à faire. Et c'est une des raisons pour lesquelles, comme scientifiques, nous, on travaille avec l'Office pour l'éducation au climat, qui est labellisé Centre de ressources UNESCO, de sorte à adapter les connaissances les plus récentes avec des spécialistes de pédagogie
pour en faire des ressources que les enseignants peuvent utiliser dans le temps de cours, quelles que soient les matières en fait, et former les enseignants. Voilà. Par ailleurs, finalement, votre réponse, elle était en réaction aux questions de volonté politique. Et une partie de la réponse, bien sûr, c'est la formation des plus jeunes. Mais beaucoup de plus jeunes ne veulent plus entendre parler de ça non plus. Donc, comment faire en sorte qu'il y ait une perception d'un juste partage et que ce soit une formation de tous, à tous les âges de la vie, dans tous les contextes, et notamment des décideurs, pour ne pas laisser croire que la charge de cette action, elle doit disproportionnellement porter sur les plus jeunes, parce que ce n'est pas un fardeau très agréable à porter. Et puis, la dernière chose que je voulais dire, c'est en fait, qu'est-ce que c'est la volonté politique? C'est la volonté de tous, de la société civile, des entreprises. Voilà. Et donc, comment c'est construit? Comment on fait en sorte de, comme le disait Nadia, de faire émerger des projets structurants où on ne se mette pas la tête dans le sable, où on examine les leviers d'action et leurs effets indésirables, pas à l'angle clivant, mais comment on les articule le plus intelligemment possible, et en arrêtant aussi certains types de projets et d'aménagements qui sont un héritage du XXe siècle et qui ne répondent plus aux enjeux de soutenabilité d'aujourd'hui. Cela fait partie, bien sûr, des questions de fond. Alors, rapidement, une réaction, et puis Nicolas Imbert derrière. Oui, merci beaucoup. Monsieur, je vous rejoins. Je me présente juste, vous allez comprendre pourquoi mon intervention. Je suis adjointe au maire à la ville d'Antibes, mais ma délégation, c'est la sécurité civile. Et donc, nous sommes complètement engagés là-dedans, particulièrement depuis tout ce qu'on a traversé, comme le disait ma collègue, aussi bien les inondations, la tempête Alex, etc. Moi, ce que je voulais vous dire, là où je vous rejoins, on a, je pense, mesdames, messieurs également, un problème auprès des jeunes. C'est justement cette appréhension de la culture du risque. Mais moi, je ne voudrais pas dire que la culture du risque, la culture de la préservation de notre environnement, ça me semble complètement lié. Et pour vous donner un exemple de quelque chose qui est simple à mettre en place au niveau des politiques de la ville, nous allons régulièrement avec nos équipes, soit de la sécurité civile, soit associatives agréées de sécurité civile, dans les écoles primaires, en collaboration avec les enseignants, et nous leur apprenons les bons comportements à adopter en cas de crise climatique, mais également sur la préservation de la biodiversité de nos territoires, que ce soit la prévention incendie, que ce soit effectivement les plastiques dans la mer ou même le tri dans nos poubelles. Et tout ça me semble extrêmement lié. Et plus on commence jeune auprès des scolaires, et à mon avis, plus cela aboutira. Et je pense qu'on peut être positif sur cette jeune génération. Nicolas Imbert. Oui, et quelques réactions à chaud, mais déjà en termes d'outils, il y a un outil qui existe, qui marche très bien, c'est de mettre en place des plans de résilience territoriale et de les co-construire avec les populations. Concernant Green Cross, on a eu l'occasion de le faire sur la province des îles Loyauté en Nouvelle-Calédonie pendant plus de 3 ans. On l'a également fait sur la communauté urbaine de Dunkerque. On a des réflexions pour le faire dans une grande métropole de Méditerranée. Ça permet en amont de faire en sorte d'avoir des consensus plutôt que d'avoir des affrontements projet par projet et des gens qui comprennent pas ce que c'est que le SRADET, qu'est-ce qu'on fait avec le SCOT, comment on exerce la compétence chez MAPI, et je pourrais en citer. Pour revenir sur des exemples très concrets dont j'espère qu'ils pourront donner de l'espoir à Nadia, typiquement, dans des initiatives comme ça, on décide en parc naturel d'arrêter de louer des jet skis avec les loueurs de jet skis qui se rendent compte que c'est beaucoup plus efficace de louer du paddle et du kayak, et après on doit gérer la surfréquentation en paddle et en kayak, mais on a beaucoup moins de bruit sous-marin et on a énormément moins d'émissions de CO2, donc on a gagné quelque chose. D'arrêter les croisiéristes, comme ça a été décidé dans le Pacifique, pour faire de la place pour un tourisme de rencontres sur des infrastructures existantes. Et je réagis sur ce que nous disait Valérie, la non-construction
demande un courage politique et technique bien plus fort que la construction. Et donc très souvent, on est auprès des collectivités locales pour passer, et j'en termine là-dessus, du ménagement à l'aménagement et de l'aménagement à la solution. Sur les générations, un truc très important à comprendre, les moins de 45 ans, à la différence des plus de 45 ans, subissent dans leur corps et dans leur vie au quotidien les effets du dérèglement climatique. On travaille beaucoup avec des écoles d'ingénieurs et de commerce et la première chose qu'ils nous disent, c'est les jeunes, aujourd'hui, souvent constatent que les adultes sont un public plus important à former, notamment sur les mauvaises solutions et la maladaptation. Donc, ne focalisons pas et faisons en sorte que tous aient des formations qui permettent le passage à l'action. Merci. Rapidement, Alexandre Ménez, on va déborder d'1 minute. Ensuite, on prend la question de monsieur et ensuite, on profitera de la pause justement pour que vous puissiez échanger avec les intervenants. Alexandre Ménez. Je reviens au vif du sujet, la montée des eaux due au changement climatique. On a entendu tout à l'heure que l'eau montait environ de 4 mm ces 10 dernières années, mais en 2023, c'est 7 mm, c'est la NASA qui l'a annoncé. Donc il y a un emballement. Alors les solutions, on le voit sur notre littoral, des épis. Notre université, on inventorie tous les épis des côtes françaises méditerranéennes. Il y en a 500 de construits déjà. Les digues, les enrochements. En Antibes, il y a des enrochements devant la baie des Anges, après le Fort Carré. On continue à enrocher. On essaye de se battre contre la mer. On continue partout. Et on a des kilomètres et des kilomètres de digues qu'on a inventoriés dans le site medam.org. Et les épis, les enrochements, les digues verticales, tout ça, c'est du tonneau de Danaïde. La mer va monter et il y aura une submersion. Aux Pays-Bas, ils prévoient déjà des digues à plus 4 mètres. Plus 4 mètres. Et aux Pays-Bas, ils ont fait des barrages. Ils ont fait des barrages partout. La Zuiderzee, le plan Delta, le port de Rotterdam, tout est barré si la mer monte. Alors là, il y a un projet fou, et là, ça vous fait rigoler, vous en parlerez tout à l'heure, qui date d'avant-guerre, et qui est de boucher le détroit de Gibraltar. C'était un Allemand qui voulait faire ça pour gagner des terres arables, 500 000 km². Il faisait baisser la mer jusqu'au plateau continental. Un projet fou. Hitler n'en a pas voulu. Mais un Américain a repris le projet dans un autre sens, c'est de permettre de garder le niveau de la Méditerranée à moins 20 cm par rapport à aujourd'hui. C'est un barrage ouvert à Gibraltar. Autant d'eau arrivera qu'avant, mais on régule le flux. Et ce barrage, Jim Gover, l'Américain qui l'a publié, il a été évalué à 50 milliards de dollars et il permettrait de sauvegarder les meubles en Méditerranée. Bien entendu, il faut lutter contre les gaz à effet de serre, ça c'est évident, mais on pourrait sauver les meubles en Méditerranée avec cette technique de barrage ouvert qui permettrait de réguler l'arrivée de l'eau de l'Atlantique en Méditerranée. Mais ce n'est pas tout. Encore plus surprenant. Après cette publication qui date maintenant de 10 ans et dont on parle maintenant dans toutes les universités, les pays du Nord envisagent aussi de faire pareil. Alors là, c'est encore plus fou. Mais du fait que c'est publié, qu'ils étudient, qu'ils en parlent, il faut quand même y réfléchir. Ils veulent boucher, tenez-vous bien, entre Brest et les Cornouailles, un barrage. Entre l'Écosse et les Shetland, un barrage. Et entre les Shetland et Norvège, un barrage. Ce type de barrage, j'ai des images, mais enfin, c'est pas grave. Ce type de barrage, on pourra sauvegarder toutes les capitales du nord de l'Europe. Et c'est plusieurs millions de personnes. Toutes les capitales, toutes les grandes métropoles de 15 pays seraient ainsi mises à l'écart. Du fait qu'on en parle, du fait qu'on a fait ces projets, ça montre un peu la panique qui nous empare par rapport à la montée des niveaux des eaux. Merci. Valérie Masson-Delmotte, plutôt 4,50 m ou 1,50 m la montée du niveau de la mer? En fait, les émissions de gaz à effet de serre, jusqu'à aujourd'hui, elles ont déjà acté 1 mètre. La question, c'est pas si ça va se produire, hein, c'est quand, et avant la fin du siècle, par exemple. Et ça va dépendre de 2 choses, des émissions de gaz à effet de serre à venir et des processus qui restent incertains du côté des calottes polaires et notamment d'instabilité d'écoulement de l'Antarctique. Ça reste incertain. Et effectivement, je pense qu'il y a un retour d'expérience à prendre du côté de la réflexion du plan Delta néerlandais, puisqu'en fait, comme les Néerlandais ont aménagé sous le niveau de la mer, ils sont bien sûr en première ligne. Et ils ont fait évoluer leur manière de faire, qui n'est pas uniquement avec des digues, qui combine en fait la gestion de l'écoulement des eaux fluviales
Dans certains cas, une anticipation sur les ouvrages de protection surélevés, mais aussi le repli stratégique et la mise en protection en remontant, par exemple, sur des zones agricoles qu'on accepte d'inonder en plus des milieux naturels, en remontant les infrastructures critiques. Et je pense qu'on est extrêmement en retard en France par rapport à le fait d'anticiper ce type d'approche et le construire à l'échelle de territoire. Merci. Dernière réaction, et puis après, ce sera la pause café. Merci. Vous parliez, madame, tout à l'heure de sensibiliser les enfants. Je fais partie d'une association, je ne peux pas la cacher, elle est marquée en gros dans mon dos. Et j'ai rencontré tous les ans, depuis 4 ans, 1000 élèves dans toutes les classes de la région. On intervient gratuitement auprès de toutes les classes du CP à la terminale. Voilà. Et on a bien conscience que les enfants, et ça c'est un espoir, les enfants sont aujourd'hui très sensibilisés à tous les problèmes dont on parle aujourd'hui. Je voulais aussi remercier Nadia parce que vous êtes une des rares à parler de cette injustice climatique. Et je ne sais pas si vous connaissez ce très bon livre, alors désolé, il est en anglais, Less is More, mais on comprend très bien le sujet. 19% de la population mondiale est responsable de 92% des émissions de CO2 dans le monde. Et égoïstement, les pays riches dont on fait partie, dans les médias, parlent énormément des catastrophes naturelles que nous subissons, nous, dans nos pays riches. Et on parle très rarement, c'est ce que dit ce livre, très rarement de l'impact que nous avons sur les pays pauvres. Alors Nadia, un grand merci d'en avoir parlé aujourd'hui parce que je pense que c'est un point très très important. Merci. Merci à tous. Merci Valérie Masson-Delmotte d'avoir été avec nous en visio.